Si vous cherchez sur internet comment gagner de l'argent avec le tennis, vous allez vous confronter à deux problèmes. Premièrement, vous allez tomber sur des sites de paris sportifs bizarres vous promettant des méthodes miracles pour gagner de l'argent en misant sur des matchs. Et deuxièmement, vous allez tomber sur des forums vous donnant des infos datant de 2012 qui se contredisent entre elles et où tout le monde a un peu tendance à dire tout et son contraire. Au final, vous n'avez pas du tout la réponse à votre question. Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez facilement savoir combien Federer gagne avec une simple recherche Google, mais vous vous voyez mal arriver dans votre club de tennis et demander à votre prof combien il gagne. Et oui, ce n'est un secret pour personne, parler d'argent est quelque chose de tabou. Dans la vie de tous les jours bien sûr, mais plus particulièrement pour le tennis. Et c'est bien dommage, parce que c'est un sujet où il y a pourtant plein de choses à dire. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va répondre pour de bon à la question « Comment gagner de l'argent avec le tennis ?» Le tout en vous en apprenant davantage sur les spécificités financières qui existent dans le milieu du tennis. Mais avant qu'on commence, je préfère vous prévenir tout de suite. Ce ne sera pas une vidéo du type « Comment gagner 3000 € par mois en regardant des matchs de tennis depuis son canapé ?» Ou encore « Les 4 astuces secrètes pour gagner 1000 € par mois au tennis ». La dernière va vous surprendre! Non, rien de tout ça. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment il est possible de gagner de l'argent au tennis de manière réaliste. Si le tennis est votre passion et que travailler dans ce milieu pourrait vous tenter, cette vidéo vous donnera des idées pour enfin vous lancer. Et si travailler dans le milieu du tennis ne vous attire pas plus que ça, vous en apprendrez davantage sur le rapport à l'argent qui existe dans le tennis, et tout ça sans langue de bois. Je pense que je ne vous apprends pas grand chose si je vous dis que les meilleurs joueurs de tennis au monde gagnent beaucoup d'argent. Si vous vous appeliez Federer, Nadal ou Djokovic, vous seriez multimillionnaire. Ces joueurs, ainsi que la plupart des joueurs étant très bien classés, gagnent très bien leur vie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils la gagnent même de mieux en mieux. En effet, les gains que les joueurs professionnels perçoivent en tournoi ne cessent d'augmenter. Par exemple, Djokovic a gagné 2 630 000 € en remportant Wimbledon en 2019. Alors que Pete Sampras n'a gagné que 540 000 € en remportant le même tournoi, mais en 2000. Bon, vous remarquerez la mauvaise utilisation du mot « que », mais ça représente quand même 5 fois plus d'argent en à peine 20 ans. En fait, cette tendance à la hausse est vraie pour la grande majorité des tournois, et pas seulement pour Wimbledon. On observe le même phénomène pour Roland Garros, l'US Open et pour l'Open d'Australie. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque année on a le droit aux mêmes articles nous disant que les gains distribués pendant ces tournois battent un nouveau record. Que leur prize money augmente, comme disent les anglo-saxons. Mais l'augmentation de ces gains n'existe pas par hasard, et s'explique par deux raisons. Premièrement, les grands tournois gagnent de plus en plus d'argent. Et s'ils gagnent de plus en plus d'argent, c'est parce que le tennis a fortement gagné en visibilité depuis les années 2000. L'arrivée de Federer, Nadal et Djokovic a fait grimper la demande et passionner les foules. Peut-être plus encore qu'avec les générations de Borg et McEnroe, ou de Sampras et Agassi. D'ailleurs, je suis sûr que vous vous souvenez de ce point. C'est difficile de montrer ce gain en visibilité avec des chiffres, mais l'affluence des tournois est un bon premier indicateur. Pour ne prendre l'exemple que de tournois français, le nombre de spectateurs se déplaçant pour Roland Garros et le Masters 1000 de Paris-Bercy a beaucoup augmenté depuis les années 2000. En 18 ans, il a augmenté de 26% pour Roland Garros et 76% pour Paris-Bercy. Puisque le tennis intéresse de plus en plus de gens, les sponsors se précipitent sur l'occasion pour investir beaucoup d'argent dedans. Avoir le logo de son entreprise sur les bâches du court central de Roland Garros ou sur les écrans géants vaut de l'or pour elles. Certaines d'entre elles misent énormément sur cette partie de l'année pour réaliser un bon chiffre d'affaires. Recevant donc de plus en plus d'argent de la part des sponsors, les tournois en profitent. Ils augmentent alors le prix des billets, de façon assez furtive d'ailleurs, et des produits dérivés, comme les t-shirts ou les casquettes. Ils se font ainsi de plus en plus d'argent année après année. Le tournoi de Roland Garros a d'ailleurs réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en 2017, contre seulement 76 millions d'euros en 2000. C'est 3 fois plus en 17 ans. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a quand même de quoi impressionner. Un autre facteur qui explique que les gains en tournoi augmentent année après année, c'est que les tournois veulent rester attractifs vis-à-vis des joueurs. En effet, certains joueurs ne feront jamais le déplacement, sauf s'ils considèrent que ce que le tournoi leur donne pour venir est suffisant. C'est comme ça qu'on voit certains tournois de seconde zone venir offrir des sommes très importantes à de grands joueurs, juste pour qu'ils participent à leur événement. Dites-vous bien que dans ce cas-là, le joueur n'a même pas à gagner un match pour toucher de l'argent. Le tournoi lui donne juste pour qu'il vienne participer à l'événement. Ça peut sembler étonnant comme façon de procéder,
Mais en faisant ça, ces tournois espèrent faire un gros coup de com' vis-à-vis des autres tournois et être assurés de vendre la totalité de leurs billets. Et ouais, imaginez que vous arriviez à faire venir Federer dans votre petit tournoi. Forcément, tout le monde ne parlera que de vous dans la région et votre tournoi se jouera à guichet fermé. Mais comme le dit le directeur du tournoi de Marseille, s'il voulait faire venir Federer à son tournoi, ça lui coûterait environ 1 million d'euros. Vous imaginez bien qu'il faut y réfléchir à 2 fois avant d'investir une somme pareille. Même si la venue de Federer serait bien sûr un gros plus pour le tournoi, il y aurait toujours le risque qu'il se fasse éliminer dès son premier match. Et donc que les billets pour la suite du tournoi ne se vendent pas facilement. Et que finalement, les organisateurs se retrouvent à regretter d'avoir investi une telle somme. Bref, ce que je voulais vous montrer en vous disant tout ça, c'est que le tennis professionnel brasse beaucoup d'argent. Que c'est une réalité, le tennis est devenu un business. Mais derrière ce business se cache une triste réalité. Si vous ne faites pas partie des tout meilleurs, vous allez difficilement pouvoir vivre du tennis grâce à votre niveau de jeu. En effet, il y a une grande disparité entre les sommes gagnées par les meilleurs joueurs dans les tournois les plus prestigieux et par celles gagnées par les joueurs de second plan dans les petits tournois. Forcément, les petits tournois locaux ont peu de budget et sont très peu médiatisés, et génèrent donc peu d'argent pour les joueurs qui y participent. D'ailleurs, je suis sûr que si je vous demande qui a gagné Roland-Garros en 2019 chez les hommes, vous me répondriez facilement. Mais si je vous posais la même question pour le tournoi de Rennes en 2019, et ben là vous auriez bien du mal. Et oui, les tournois de Roland-Garros et de Rennes ne jouent pas vraiment dans la même catégorie. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les tournois de tennis sont regroupés par circuit. Par ligue, si on faisait le parallèle avec le foot. Pour commencer, on a le circuit principal, ou le circuit ATP. En gros, c'est l'équivalent de la Ligue 1. C'est là où les meilleurs joueurs s'affrontent. Si vous êtes dans le top 100, c'est certainement sur ce circuit que vous jouez. La plupart des joueurs que vous connaissez jouent d'ailleurs dans les tournois de ce circuit. On y retrouve notamment Federer, Nadal et Djokovic, mais aussi la plupart des Français connus, comme Monfils, Tsonga, Per ou Gasquet. Cependant, les joueurs beaucoup moins connus qui sont classés au-delà de la 100e place mondiale jouent eux sur un autre circuit, le circuit Challenger. En foot, l'équivalent ce serait la Ligue 2. Pour ne citer que des Français, on y retrouve par exemple Enzo Cuoco et Quentin Halys. Ce sont des joueurs qui sont rarement mis sous le feu des projecteurs, mais qui se déplacent pourtant aux 4 coins du monde chaque année pour disputer des tournois. En principe, ce circuit est plutôt réservé aux joueurs classés entre la 100e et la 300e place mondiale. Mais il arrive parfois que des joueurs du top 100 y jouent aussi pour se relancer, soit car ils sont en perte totale de confiance sur le circuit ATP, soit car ils reviennent de blessures. Ça a par exemple été le cas de Lucas Pouille en 2019, qui a remporté le Challenger de Bordeaux, et de Gasquet en 2017, qui a gagné celui de... Oula. Cecine. Chochocha. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y avait foutre là-bas, Gasquet, en fait? Bon, vous voyez qu'à un niveau comme celui-ci, il y a déjà plus grand monde qui connaît les tournois. Mais il existe un troisième circuit, le circuit futur. L'équivalent en foot, ce serait le national. Alors là, on y retrouve des joueurs que personne ne connaît vraiment, qui sont classés au-delà de la 300e place mondiale. Pour rester chez les Français, il y a par exemple Antoine Escoffier, Evan Furness ou encore Laurent Rochette. Bon là, sérieusement, si vous connaissez ces joueurs, c'est que ça devient presque inquiétant à quel point vous connaissez bien le tennis. Parce que même moi je les connais pas, et pourtant j'ai un abonnement annuel à Tennis TV. Alors je peux vous dire que même les mecs qui jouent les qualifs du tournoi de Marseille, je les ai déjà vus jouer. Mais alors ces trois mecs là... Alors attention, en disant ça je ne cherche absolument pas à dénigrer ces joueurs. Ils sont très très bons. Dans l'absolu ils sont même excellents parce que sinon ils seraient jamais arrivés à de tels classements. Mais même s'ils sont très forts, ils peinent à gagner leur vie avec le tennis. En faisant nos recherches, on est tombé sur une interview de Laurent Rochette où il nous dit la chose suivante. En futur, on ne peut pas gagner d'argent du tout. J'ai déjà fini une semaine dans le rouge en ayant remporté le tournoi. Et oui, si vous gagnez un tournoi futur, ce qui est déjà loin d'être évident, vous allez remporter entre 1000 € et 3000 €. Et si vous perdez au premier tour, ce qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, en fait ça arrive même à près de la moitié des joueurs du tournoi, vous allez gagner 50 €. 50 €! Imaginez un peu. Vous payez votre billet d'avion pour la Chine, votre hôtel, tout ça pour vous faire éliminer au premier tour contre le 700e joueur mondial devant 4 personnes dans les gradins. Et au final, le tournoi vous remercie gracieusement en vous donnant 50 €. Franchement, il y a de quoi questionner la rentabilité de son activité. Comme le dit justement Laurent Rochette, le tennis est trop cher. Il faut payer le coach, le kiné, les voyages. C'est 25 000 $ une saison. Et 25 000 $, vous imaginez bien que ça représente beaucoup d'argent pour ces joueurs. Alors que pour les meilleurs, qui sont tout en haut du classement et qui jouent sur le circuit ATP, ça représente finalement que très peu d'argent. Gagner un tournoi peut parfois leur rapporter plusieurs millions d'euros.
pour y voir un peu plus clair dans tout ça, on peut représenter tout ce déséquilibre sous forme de pyramide, où les meilleurs joueurs sont tout en haut et se partagent la grande majorité des gains, pendant que les autres joueurs se partagent le reste, même s'ils sont pourtant bien plus nombreux. En fait, la véritable question que vous devez vous poser si vous voulez devenir joueur professionnel, c'est à partir de quel classement vous pouvez gagner votre vie avec le tennis. C'est-à-dire où se situe le point de bascule entre « je peux vivre du tennis » et « je perds de l'argent en jouant au tennis ». Le français David Guez nous apprend d'ailleurs dans une interview qu'au-delà de la 300e place mondiale, c'est très difficile de gagner sa vie avec le tennis. On rentre juste dans ses frais, mais on ne peut pas mettre d'argent de côté. Donc si on suit à sa déclaration, on peut se dire que pour vivre correctement du tennis, il faut se situer dans les 250 meilleurs joueurs mondiaux, et donc jouer sur le circuit Challenger. Maintenant, pour se rendre compte à quel point c'est difficile de gagner sa vie avec le tennis, on va sortir la calculette, faire quelques recherches, puis faire un calcul tout simple. Comme on l'a vu, il faut être classé dans les 250 meilleurs joueurs mondiaux pour gagner sa vie en jouant au tennis. C'est-à-dire qu'au moment où on tourne cette vidéo, il faut être dans les 24 meilleurs joueurs français. 24 parmi les très exactement 378 968 hommes en France qui font de la compétition et qui ont donc un classement. Si on divise 24 par le nombre total d'hommes classés en France et qu'on multiplie par 100, on se rend compte qu'il faut se situer dans le top 0,006% des Français. Ou pour faire simple, être meilleur que 378 944 hommes qui font de la compétition en France. Autant vous dire que c'est presque mission impossible. Pour espérer percer au plus haut niveau, il faut absolument être convaincu à 100% de ses qualités tennistiques, tout en étant capable de se relever de ses défaites pour continuer à grimper dans le classement. C'est un véritable parcours du combattant. Alors bien sûr, certains y arrivent, mais souvent c'est parce qu'ils ont des prédispositions pour le tennis depuis tout petit, et aussi parce qu'une fois qu'ils ont été repérés, ils ont concentré toute leur adolescence sur le tennis. Il existe des exceptions, mais bien souvent, le tennis professionnel est réservé à une élite. Bon, après tout ça, pas sûr que vous soyez convaincu que gagner de l'argent avec le tennis soit possible. On peut pas vraiment dire que tous les arguments que je viens de vous donner vous donnent de l'espoir. Mais heureusement, il existe une alternative bien plus accessible pour gagner sa vie avec le tennis. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à percer au plus haut niveau décident de faire. Devenir enseignant de tennis. Bon, après avoir vu tout ça, vous vous êtes sûrement dit que devenir joueur de tennis professionnel n'était pas forcément la voie la plus simple, et qu'on allait devoir trouver autre chose pour gagner de l'argent avec le tennis. Et on va donc s'intéresser à un type de joueur dont on n'a pas encore parlé, et qui pourtant représente la grande majorité, les joueurs amateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi toute cette masse de joueurs, il y en a qui prennent des cours, et c'est même peut-être d'ailleurs votre cas. Donc on va se diriger vers l'enseignement du tennis, plutôt que d'être joueur professionnel. Imaginez un peu les avantages d'être un enseignant de tennis plutôt que d'être un joueur professionnel du top 150. Vous n'êtes plus constamment sous la pression de devoir gagner, vous n'êtes plus obligé de vous entraîner comme un malade et de peut-être traîner des blessures, et vous savez exactement combien vous gagnez à la fin du mois. En fait, pour quiconque est passionné de tennis, comme nous, c'est la vie de rêve. D'une part parce que vous êtes sur les cours de tennis et non pas enfermé dans un bureau. D'autre part parce que vous êtes autonome sur l'organisation de vos séances. Et enfin, vous fréquentez un public de personnes qui aiment votre passion, le tennis. Bon, maintenant que je vous ai un peu vendu du rêve et que vous vous imaginez le prof de tennis tranquille au soleil qui donne des cours, je dois bien vous avouer quelque chose. Devenir prof de tennis ne s'improvise pas. C'est un métier et comme tout métier, il faut avoir de réelles compétences, comme la pédagogie, l'analyse, la communication ou même la gestion d'un club. Il va même vous falloir des diplômes si vous voulez enseigner dans un club de tennis. Nous, dans cette vidéo, on va vous présenter les deux plus courants et ce sont ceux qui sont le plus susceptibles de vous intéresser. Le premier diplôme est le CQP éducateur de tennis. C'est un diplôme qui vous permet en gros d'accompagner les débutants dans leur pratique du tennis, mais toujours sous la responsabilité d'un enseignant. C'est un diplôme qu'on va plutôt vous recommander si vous êtes étudiant ou si vous cherchez un complément de revenu, puisque d'une part ça vous permet de mettre un pied dans l'enseignement du tennis, et d'autre part ça vous permet de gagner un peu d'argent. Et oui, je dis bien un peu d'argent, car c'est généralement exercé entre 5 à 10 heures par semaine. En fait, il y a un total d'heures à ne pas dépasser qui est, je crois, 360 heures. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pas mal d'amis qui passaient ce diplôme. Et ils me disaient qu'ils préféraient faire ça que de bosser chez McDo. Maintenant, le deuxième diplôme qu'on va vous présenter est sans doute le plus important. C'est le DGEPS, ou DE-JEPS. Je sais pas trop comment on prononce, mais tout le monde dit je passe le DE. Alors derrière cet acronyme assez barbare se cache le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, pour devenir moniteur de tennis. Mais nous on préfère dire prof de tennis. En tout cas, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que c'est le diplôme à avoir si vous voulez travailler dans l'enseignement du tennis à plein temps.
Et c'est d'ailleurs très probablement le diplôme qu'a votre prof de tennis. Pour l'avoir, il faut faire une formation qui dure entre 12 et 24 mois, et ça représente environ 1200 heures de formation. La formation regroupe des cours théoriques, comme la biomécanique ou la physiologie par exemple, et des cours pratiques, où vous êtes sur le terrain à donner des cours. Je vais pas vous faire la liste de tous les prérequis et détails de cette formation, mais sachez qu'en termes de niveau, il faut avoir été au moins classé 15-2. Ce qui est quand même bien plus accessible que de devenir un top player. Maintenant que je vous ai parlé des deux principaux diplômes dans l'enseignement du tennis, on va se recentrer sur le sujet principal de cette vidéo, l'argent. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien gagne réellement un prof de tennis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que tous les chiffres qu'on va donner sont des estimations qu'on a eues dans notre entourage et des recherches qu'on a pu faire. Ce ne sont pas des chiffres exacts, mais ça va vous donner une bonne idée du salaire moyen dans l'enseignement du tennis. Donc, si vous êtes détenteur du CQP éducateur de tennis, votre salaire va dépendre du nombre d'heures que vous allez travailler. Mais généralement, vous êtes payé entre 10 à 15 € net de l'heure. Si vous donnez 8 heures de cours par semaine, par exemple 2 heures le mercredi et 6 heures le samedi, ce qui est assez classique, vous allez gagner entre 320 et 480 € à la fin du mois. Si vous êtes titulaire du DE, ça va être un peu plus difficile d'avoir un chiffre précis. Ça va dépendre, comme tout métier, de sa localisation, du club dans lequel vous travaillez et de votre expérience. Vous vous doutez bien que quelqu'un qui travaille au Racing Club de France à Paris gagnera davantage qu'un jeune diplômé qui travaille au Tennis Club de Collonges sur Salève. Après, c'est un choix de vie comme un autre. Il y en a qui préfèrent être à Paris et gagner davantage, et d'autres qui préfèrent être ailleurs et gagner moins. Nous, on est plutôt campagne, mais après ça dépend vraiment de chacun. Pour en revenir au salaire du DE, de ce qu'on connaît et de ce qu'on a vu, c'est entre 1300 € et 2000 € net par mois. Mais à cela, vous pouvez rajouter les cours particuliers si vous avez une clientèle, qui sont généralement facturés entre 20, 25 à 50 € net de l'heure. Et ça, c'est sur une moyenne de 12 mois. Parce que oui, il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Du coup, c'est pendant cette période que les profs de tennis organisent des stages. Et ça fait donc un complément de revenu. Bon, après avoir vu ça, il y en a qui vont sans doute se dire « Ouais, moi je connais un prof, ouais. Ouais, par contre il gagne 3000 € par mois. » Ouais, Grégoire et Vincent, ils disent n'importe quoi. Hein. Encore une fois, ce sont des chiffres qu'on a vus autour de nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si les chiffres qu'on donne sont proches ou non de ce que vous connaissez. Alors, à première vue, on peut se dire que c'est pas forcément un métier où l'on roule sur l'or, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est avant tout un métier passion. Et là, ça lance le débat. Est-ce que vous préférez faire un métier que vous aimez et être moins payé, ou faire un métier que vous aimez pas et être bien payé? Là, je pense que c'est plutôt une réflexion personnelle et que chacun est libre de ses choix. Évidemment, tout le monde aimerait avoir les deux. Avoir un métier qu'on aime bien et être bien payé. Chose qui n'est pas forcément évidente. Mais nous, on a une astuce qui permet de tendre vers les deux dans le milieu du tennis. Et cette astuce, c'est se démarquer des autres. Bon, je vous l'accorde, le titre fait un peu cliché. Mais pourtant, il traduit bien une réalité que Grégoire vous a montrée dans la première partie de la vidéo. Un joueur qui veut gagner sa vie grâce à son niveau de jeu doit faire partie des tout meilleurs, et donc se situer en haut de la pyramide. Et ça marche exactement de la même façon pour un prof de tennis. Vous avez beaucoup de personnes qui ont le DE, mais parmi cette population, il y en a une majorité qui gagne correctement leur vie, et une minorité qui gagne très bien leur vie. Pour se situer en haut de cette pyramide, vous allez devoir vous démarquer. Et de cette façon, vous allez vous créer des opportunités qui vont potentiellement améliorer votre salaire. Par exemple, un joueur de tennis a pour avantage d'être meilleur que l'immense majorité des joueurs. Il se démarque donc d'une seule façon, par son niveau de jeu. Mais pour un prof de tennis, il existe bien plus de façons de se démarquer. Et nous, on va vous montrer 3 exemples complètement différents qui nous viennent en tête, et qui vont, je l'espère, vous donner des idées. Une première façon de se démarquer est le diplôme. C'est une façon classique de se démarquer puisque le diplôme va certifier un niveau de compétence dans un domaine précis. Si vous avez le DE par exemple, vous pouvez passer le diplôme au-dessus qui s'appelle le DES. Le S veut simplement dire supérieur. Passer du DE au DES, c'est gagner en responsabilité et monter dans la hiérarchie. C'est un diplôme qui permet d'accéder à des postes avec plus de responsabilités. Vous serez par exemple directeur technique ou formateur de prof. Et qui dit plus de responsabilités, dit potentiellement meilleur salaire. Une deuxième possibilité pour vous démarquer est d'avoir des connaissances transverses au tennis. Par exemple, imaginez que vous êtes un pro de la physiologie, et que les filières énergétiques, comme l'aérobie et l'anaérobie, n'ont aucun secret pour vous. Et que vous êtes capable de faire un plan d'entraînement individualisé et adapté. Si j'ai besoin de m'améliorer physiquement, qui vais-je aller voir entre vous, l'expert en entraînement physique, ou un prof lambda? Vous, bien évidemment. Et c'est comme ça qu'on se démarque et qu'on crée sa clientèle. Enfin, une troisième possibilité pour vous démarquer est tout simplement de laisser cours à votre imagination. Alors oui, je sais, ça fait un peu phrase bateau dit comme ça, mais je vais vous montrer quelques exemples.
Imaginez que vous partez le soir en tournoi après le travail à 30 km de chez vous. Vous traversez les bouchons et vous mettez 45 minutes pour y aller. Et là, vous prenez 6-1, 6-0 en 37 minutes. Et le pire, c'est que c'est la 3e fois consécutive que vous perdez au premier tour en seulement un mois. Quand vous revenez dans votre club 2 jours plus tard, vous avez le choix d'aller voir 2 profs. Le premier va prendre du temps avec vous. Il va essayer de comprendre vos problèmes et vous proposera des solutions. Vous ressortez de là, vous êtes remotivé à vous entraîner et vous vous inscrivez à vos prochains tournois. Le deuxième, lui, va juste vous dire que c'est pas de chance. Qu'on a tous déjà connu ça et que c'est en faisant des tournois qu'on progresse. Vous ressortez de là, vous savez pas trop quoi faire. La morale de cette histoire, c'est que si vous êtes bon pour motiver les joueurs et que vous savez leur parler, vous allez forcément attirer un public de compétiteurs. Maintenant, si motiver les joueurs n'est pas la compétence qui vous démarque, mais que vous êtes doué en communication et que vous maîtrisez bien les réseaux sociaux, et bien là, il y a aussi moyen de se démarquer. Par exemple, si vous refaites le site internet de votre club pour qu'il soit plus moderne, que vous êtes actif sur les réseaux à promouvoir le club, ses activités et son tournoi, eh bien vous allez forcément intéresser du monde. Si vous arrivez à démontrer que grâce à votre travail, il y a 80 inscrits de plus au club, dont 40 qui prennent des cours, que vous avez réussi à ramener 100 personnes de plus que d'habitude au tournoi, et qu'au total la trésorerie du club a fait plus 30%, eh bien on va forcément parler de vous et de votre profil. Et enfin, je vais vous donner un dernier exemple qui nous est venu en tête quand on a écrit cette vidéo. Le cas de la chaîne YouTube Tennis Nerd qui propose des tests complets de raquettes et de cordage. Cette chaîne répond à une problématique du tennis qu'on connaît tous. Ouais là, faut que je change ma raquette, elle a plus de 10 ans. Du coup, je suis passé vite fait au magasin à côté et j'ai vu qu'ils avaient plus de 40 modèles. Du coup, j'ai un peu regardé sur internet et je suis complètement perdu, je sais pas quoi prendre. Comme son contenu est de qualité, il attire de très nombreux joueurs sur sa chaîne YouTube. Et il y en a même qui prennent des rendez-vous avec lui pour avoir des conseils personnalisés sur des choix de raquettes ou même de cordage. Donc vous voyez, il est tout à fait possible de se démarquer dans un milieu qui a l'air, comme on l'entend souvent, bouché. Nous, on s'est naturellement tourné vers YouTube car c'est un format adapté à ce qu'on aime faire. Présenter des analyses poussées et détaillées sur un sujet précis, dans un format vidéo facile à comprendre. Et en finir avec tous les conseils bateaux du style concentre-toi, fléchis ou avance dans ta balle. Donc les joueurs qui cherchent à progresser et qui viennent nous voir pour du coaching sont généralement des joueurs qui attendent de nous une analyse poussée et détaillée de leur jeu. C'est notre façon, à nous, de se démarquer. Enfin, j'aimerais conclure cette vidéo sur l'argent en vous disant que si vous vous dirigez vers le tennis, l'argent ne doit pas être votre principale motivation. Car d'une part, vous risqueriez d'être déçu, et d'autre part, il ne faut pas oublier que c'est un métier passion. Et si vous faites de la compétition et que vous souhaitez gagner à des classements supérieurs aux vôtres, on a fait un guide tactique gratuit. Vous retrouvez le lien dans la description en dessous. Et n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à vous abonner et à la liker. Ça permettra d'être mis en avant par YouTube et donc de développer cette chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.